Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, la parole d'un homme vaut plus que la parole de 10, 20 ou 30 femmes. Et ça, c'est très problématique. Bonjour Romain Verlet. Bonjour. On va parler ensemble de PPDA et d'un livre, Le Prince Noir chez Fayard. Ouais. Un livre qui retrace la carrière de PPDA au travers d'une affaire qui porte son nom aujourd'hui. Il y avait déjà un documentaire sur France 2, complément d'enquête. Tout n'avait pas été dit. Effectivement, moi ça fait 2 ans que je travaille sur l'affaire PPDA. Pourquoi ? Parce que moi je suis un ancien de TF1. Et cette histoire m'a ulcéré, bouleversé en tant que journaliste, en tant qu'homme et en tant qu'ancien de la tour TF1. Et donc j'ai décidé de m'embarquer dans cette affaire PPDA il y a 2 ans. Donc j'ai réalisé d'abord un complément d'enquête pour France 2 qui a très très bien marché, qui a fait une bonne PDA, donc une bonne part d'audience. Donc comme quoi PPDA fait encore vendre. Mais au-delà de ça, c'est pour montrer aussi ce monde du silence qui, pendant tant d'années, a fait taire beaucoup trop de femmes. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, je le raconte dans le livre, parce que encore aujourd'hui, dans le microcosme parisien ouaté de la presse et de la télévision, les langues ne se délient pas beaucoup. Après ce documentaire sur France 2, qui a eu un impact fort, j'ai été contacté à la fois des anciens de TF1 qui se disaient « j'aurais peut-être dû participer, j'aurais peut-être dû parler, j'avais peut-être des choses à raconter ». Et plus important encore, j'ai été contacté par des nouvelles femmes qui se présentent comme victimes. Je me retrouvais avec une matière folle que je n'ai pas pu exposer au public. Et moi, mon métier, c'est la télévision. Et donc, effectivement, la télévision, vous connaissez, on est quand même tributaire de l'image, les gens qui acceptent de parler face caméra comme on le fait un peu aujourd'hui. Mais pour beaucoup de personnes, à la fois les plaignantes, mais aussi, et encore plus pour les anciens, c'est compliqué de parler. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quand même un média qui existait, qui était le livre. Et donc, effectivement, cette enquête-là, elle raconte sur 400 pages l'affaire PPDA, mais raconte aussi les difficultés que j'ai eues à enquêter sur mon propre milieu. J'invite évidemment tout le monde à lire ce livre. On ne va pas le décrypter maintenant. Le sujet qui est important, on l'a déjà abordé, c'est le silence. Le silence, à l'époque, on peut à la limite le comprendre, celui notamment des victimes de PPDA, de ne pas avoir parlé tout de suite, d'avoir attendu, parce que voilà, la société a changé aussi, MeToo est passé par là, ce n'était pas le cas à l'époque. Est-ce que le silence, il y a un système TF1, un silence qui a été maîtrisé, contrôlé ? Pas mal d'anciens de TF1, notamment Nonce Paolini, qui était l'ancien PDG, qui m'a parlé, qui lui a été et DRH de TF1 et PDG de TF1, lui jure mordicus qu'il n'a rien su, rien vu. Et lui, il me dit, attention, il n'y a pas de système TF1, mais c'est un système PPDA. Voilà un peu le mode de défense des anciens de TF1, c'est de dire que finalement PPDA était tellement fort, selon eux, tellement manichéen, tellement manipulateur, qu'il a réussi, par son aura, par son talent, mais aussi par sa perversité certainement, à fermer les yeux de ses plus proches collaborateurs, rédacteurs en chef, rédactrices en chef, chefs de service et assistantes. Et donc moi, je me suis beaucoup interrogé sur cette histoire. Comment pendant 20 ans, TF1 a laissé faire que tous les soirs, après le 20h, il y avait une jeune femme, souvent jolie, souvent apprêtée, invitée dans le bureau de PPDA pour avoir des relations consenties. Ça, pas mal de femmes le racontent. Donc déjà, on peut s'étonner que le bureau de TF1, le bureau de Patrick Poivre soit une sorte de garçonnière, une espèce de lupanar dans la tour TF1. C'est-à-dire qu'il aurait pu aller à l'hôtel, il aurait pu aller chez lui, il aurait pu aller... Non, en fait, il avait très régulièrement des relations sexuelles dans son bureau. Mais il se trouve que dans le flot d'invitations, des invités de Patrick, comme on les appelle, il y avait aussi des femmes qui venaient pour un entretien pour un journal, pour présenter un premier roman, qui venaient pour avoir des conseils. Et ces femmes-là racontent aujourd'hui qu'elles sont tombées, selon elles, dans un piège, une quinzaine de femmes, qui affirment avoir été agressées ou violées dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor. Lui récuse, lui nie, dit que tout ça est faux, inventé, que ces femmes sont des menteuses, des affabulatrices. La défense de PPDA, d'accord. La défense des amis de PPDA,
elle est tout aussi lunaire et elle fait écho à d'autres défenses qu'on a pu entendre dans le cas de Roman Polanski, par exemple, par sa femme qui, sur le plateau de France 2, récemment, dit ne pouvait pas violer de femme à l'époque, toutes les femmes voulaient coucher avec lui. C'est encore audible ça aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que j'ai souvent entendu cet argument. Il n'avait pas besoin de ça pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Et tout comme j'ai entendu un autre argument, c'est oui, mais c'était une époque. Je pense qu'à aucune époque, on a eu le droit d'agresser ou de violer des femmes. Et donc cette défense, en fait, ne tient pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que beaucoup de femmes avaient envie d'avoir des relations sexuelles avec PPDA que toutes les femmes voulaient. La société TF1 et tout le microcosme dans lequel évoluait PPDA a une part de responsabilité ? On peut s'étonner aujourd'hui que TF1 n'ait pas lancé d'enquête interne. TF1 aujourd'hui, la direction actuelle a une position assez délicate et assez particulière, c'est que en gros ils disent tout ça c'était le TF1 d'avant. Ouais. Tout ça c'est l'ancien TF1, c'est pas la même direction, c'est pas le même présentateur. C'est vrai, mais c'est faux aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les patrons de TF1 sont quand même les gardiens aussi d'une histoire, d'une culture d'entreprise, d'une institution TF1. Et je pense que TF1 n'a pas encore tout fait pour que cette affaire PPDA soit réglée vraiment en interne. Voilà, PPDA est encore une espèce de fantôme qui rôde encore dans la rédaction de TF1. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Mais voilà, on peut s'étonner que dans cette affaire, il y a eu très très peu de personnes interrogées par la police. Il y a eu simplement les 2 assistantes. Elles n'ont été témoins de rien et il ne s'est rien passé dans ce bureau. C'est très faible. Donc, il y a d'un autre côté plus de 25 femmes qui vont porter plainte à la police, qui donnent des noms très précis d'anciens directeurs de la rédaction, des vigiles, voilà. Et puis à côté de ça, il y a uniquement PPDA qui a été entendu une fois pendant 4 heures, où il nie tout. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Ces femmes ne sont que des opportunistes attirés par la gloriole, l'argent et la publicité. Je pense que dans cette histoire PPDA, beaucoup d'anciens de TF1 ont manqué de clairvoyance. Je pense que pas assez de personnes à l'époque se sont posées de bonnes questions. Vous savez, c'est les 3 singes qui sont posés sur la cheminée, là. Je pense qu'ils n'ont pas voulu voir, entendre, et ils n'ont pas voulu parler. Bon. Et pourtant, certaines ont parlé, oui. ont même eu des réponses comme « Oh non, pas toi oui. »,« Encore oui. ». Donc finalement, ça se savait. C'est ça, en fait, il y a 2 femmes, pour être très précis. Il y a Cécile Timorot, qui était voilà, une jeune journaliste à TF1, qui raconte qu'elle a été agressée par PPDA. Et le lendemain, elle a prévenu Robert Namias, qui était le directeur de l'information de TF1. Et effectivement, elle affirme qu'elle a prévenu la direction que PPDA avait eu la veille un comportement inapproprié. Et je pèse mes mots. Après, il y a eu un deuxième signal, c'est Muriel Réus. Elle affirme qu'elle s'est retrouvée dans le bureau de PPDA. Elle est aussi une salariée du groupe TF1. Et que PPDA voilà, a baissé son pantalon, a baissé son caleçon et lui a demandé d'avoir un rapport sexuel. Et là, Muriel Réus, voilà, droit dans les yeux, me raconte à la police, raconte aux journalistes que le lendemain, elle a appelé Patrick Lelay, le PDG de TF1, pour raconter cette scène. Et donc effectivement, et Robert Namias et Patrick Lelay, à l'époque, ont eu quand même des indices voilà, lourds, et ils auraient pu voilà, se poser un peu plus de questions, mener une enquête et tout ça. Et donc visiblement, il y a eu quand même au moins 2 signalements, et rien n'a été fait. Mais si on reste vraiment sur le silence de TF1, qu'est-ce qui peut l'expliquer ? L'argent, c'était une machine à cash, PPDA ? Une des phrases qui me reste encore de ces 2 ans d'enquête, c'est que j'ai interviewé Michel Cotta. Michel Cotta, voilà, grand nom, grande plume du journalisme, de la télévision. Elle a été directrice de l'information du groupe TF1 entre 1987 et 1993. C'est un poste très important. Hiérarchiquement, elle est au-dessus du présentateur de 20h. Et elle me raconte, par exemple, je reviens sur la fausse interview de Castro, qui est un bidonnage éhonté, ce pourquoi j'aurais perdu ma carte de presse, vous aussi, du jour au lendemain. Mais on a laissé faire, et elle me dit, mais vous vous rendez compte ? Oui, il a triché l'interview, il n'a pas rencontré Castro, c'est pas grave et tout, mais on aurait été fou de le virer. C'est-à-dire que PPDA représentait 42% de part d'audience. Donc c'est-à-dire qu'au nom de la rentabilité, on préfère fermer les yeux. Et cette histoire Castro, j'y reviens, parce que je pense qu'elle explique aussi le silence
coupable ou complaisant de TF1, c'est qu'à partir du moment où au présentateur star, vous lui dites rien pour ce bidonnage, il a truqué une interview. Il a fait croire aux téléspectateurs, à 10 millions de Français, qu'il était en tête-à-tête avec Fidel Castro. C'est-à-dire que même dans une école de journalisme, on ne fait pas ça. Et bien même ça, TF1 a fermé les yeux. Donc à partir du moment où la direction de TF1 ne tape pas sur les doigts de son présentateur star en disant « c'est pas bien ça », et qu'on le laisse à l'antenne le soir d'après, à partir du moment où on peut, d'un point de vue déontologique, se permettre n'importe quoi, Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et je pense que PPDA a fait évidemment des choses monstrueuses, selon les témoignages de 45 femmes aujourd'hui. Mais je pense que collectivement et individuellement, on a quelque part fabriqué un peu ce monstre. Ce monstre et aussi ces monstres, en tout cas présumés, on va le voir, PPDA a peut-être donné des idées à d'autres, ou en tout cas, cette problématique qui se pose sur la question du système TF1, regardez, et la liste est évidemment non exhaustive, hein, il y en a d'autres évidemment, mais qui sont accusés, qui n'ont pas été condamnés, et qui finalement ont vécu à peu près dans les mêmes époques, ont sévi peut-être aussi dans les mêmes époques. On a Nicolas Hulot qui était un collègue de Patrick Poivre d'Arvor, on a Jean-Marc Morandini qui est condamné, qui a fait appel, mais qui est toujours à l'antenne sur CNews. Quel est le regard que vous portez sur toutes ces affaires-là ? C'est des prochains compléments d'enquête peut-être. Peut-être. Luc Besson en a déjà eu un. Oui, c'est ça, Depardieu aussi. Oui, c'est vrai que c'est un peu effrayant, là, ce que vous montrez, cette galerie de portraits d'hommes puissants, d'hommes médiatiques. Moi, je ne connais pas le détail de chacune de ces histoires, mais il n'en reste pas moins que je pense que la France, on est très en retard. On a 20 ans de retard sur l'affaire MeToo. MeToo va fêter ses 6 ans là, en octobre prochain. C'est ce grand mouvement né aux États-Unis après l'affaire Weinstein. Et je pense que Patrick Poivre d'Arvor est évidemment présumé innocent. Mais il y a beaucoup de similitudes avec l'affaire Weinstein aux États-Unis. Et en fait, Weinstein aux États-Unis est en prison. Aujourd'hui, Patrick Poivre d'Arvor est innocent et libre. Et alors qu'il y a 45 femmes aujourd'hui, selon l'association MeToo Media, qui disent avoir été violées, agressées ou harcelées par Patrick Poivre d'Arvor. Et en fait, je note effectivement, il y avait eu un très bon papier dans Le Monde qui racontait un peu le système TF1, pour reprendre votre question. Et c'est vrai que Nicolas Hulot et PPDA, c'est toute une époque. C'est aussi l'époque des années dorées de TF1, où il y avait plein de pognon. Lui était présentateur star d'Ushuaïa. Tous les deux, ils adorent la Bretagne. L'un et l'autre sont parrains des enfants. Et donc, il y a une proximité, effectivement, dans ces deux personnages. Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, la parole d'un homme vaut plus que la parole de 10, 20 ou 30 femmes. Et ça, c'est très problématique. Malgré les signaux, malgré les témoignages, malgré les plaintes, malgré la grande couverture médiatique qu'il y a eu, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la parole d'un homme vaut plus que la parole de 30 femmes. Malgré les indices concordants qui peuvent parfois, dans certaines affaires, suffire à condamner un homme, comme c'est le cas d'un ancien président de la République, mais qui, là, pour des questions de prescription, ne suffisent plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est écœurant presque pour ces femmes, parce que non seulement pendant 10, 20, 30 ans, elles se sont tues par honte, par culpabilité, par peur d'avoir un nom sur elles se sont tues, et puis quand elles ont le courage de parler, quand elles ont le courage d'aller, et c'est compliqué, elles me l'ont raconté, d'aller porter plainte à la police, de s'exposer dans la presse, mais c'est une sorte de double peine, quoi. Non seulement elles racontent qu'elles ont été agressées ou violées, et en plus de ça, il faut qu'elles prouvent qu'elles ont été agressées ou violées. C'est-à-dire que c'est un système très français, où par principe, la parole d'une femme, on la remet en question, on la remet en doute. Et donc aujourd'hui, ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est que la justice travaille très lentement dans l'affaire PPDA, les témoignages s'accumulent, et la justice dit c'est classé sans suite, non-lieu pour prescription. L'intérêt aussi de faire ce livre, d'avoir fait ce documentaire et de continuer d'en parler, et de convaincre aussi les femmes à en parler, c'est que dans le lot, on espère que l'un des cas ne soit pas prescrit, parce qu'on parlait de ces réalités-là. Si on arrive à en prouver un, on pourrait prouver les autres et faire sauter cette prescription. En effet, les enquêteurs aujourd'hui s'interrogent dans cette affaire PPDA sur la sérialité, car il y a beaucoup de modus operandi. Et effectivement, l'association MeToo Media, avec Emmanuel Dancourt, Muriel Reus, elles essayent de faire bouger la loi. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y avait une affaire, même prescrite,
mais qui rappelait une autre affaire, eh ben, on pourrait tout réouvrir. En fait, donc c'est ça, il y a comment dire, une ouverture, une brèche juridique pour les plaignantes aujourd'hui. On va l'expliquer rapidement, mais ce qui est criant dans cette enquête, c'est que chaque femme raconte exactement la même chose. Et ça se passe à TF1 pour la plus grande partie, même si ça se répète plus tard, à Radio Classique notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce modus operandi? Tous les soirs, PPDA invitait une jeune femme sur son plateau. Et tout ça était très très bien orchestré. C'est-à-dire que vous veniez de province ou vous veniez de Paris, vous étiez romancière, jeune journaliste, apprenti, et vous vouliez vous voulez rencontrer PPDA. Mais donc PPDA, un peu pour vous flatter et vous en mettre plein la vue, vous invitez à assister aux 20h. Donc moi qui ai travaillé à TF1, moi j'ai fait mon premier sujet pour PPDA, c'est vrai que c'est quand même très impressionnant, la machine TF1, la grande tour. Et donc vous arrivez à 19h30, donc, il faut imaginer TF1, c'est quand même la première chaîne d'Europe, donc vous rentrez quand même dans la plus grande télévision d'Europe. Et donc dans ce grand hall, il y a souvent 2 hôtesses qui vous accueillent et vous dites « je suis l'invité de Patrick Poivre d'Arvor ». Et là on rentre votre nom. Donc ça c'était connu, c'est-à-dire que les assistantes de PPDA qui avaient calé le rendez-vous avaient mis je le raconte, dans la gestion des visiteurs les invités, parce qu'on ne rentre pas à TF1 comme dans un moulin. Hein. Et donc il y a madame, mademoiselle, à rendez-vous, très bien, attendez. Et là souvent on vous faisait un peu poireauter dans le hall d'entrée. Une des 2 assistantes de Patrick Poivre d'Arvor, soit Marie-Hélène, soit Fanny, venait vous chercher, d'un pas un peu pressé. Vous alliez au premier étage et vous étiez emmené sur le plateau. C'est quand même l'effervescence. Il y a 10 millions de personnes qui sont derrière le poste, et puis c'est toute l'adrénaline de ce que j'aime dans mon métier, c'est-à-dire qu'à 19h50, rien n'est prêt. Quoi. Et donc vous êtes là, comme ça, dans une piqûre d'adrénaline, et on vous assoit sur le plateau, à côté de la caméra 1, c'est la caméra où il y a le prompteur. Et c'était vraiment l'idée de PPDA dans la lumière, PPDA adulé, PPDA sous les projecteurs, et vous, l'invité, vous êtes dans une situation un peu inconfortable dans les coulisses, dans l'ombre. Plusieurs femmes racontent, Emmanuel Dancourt raconte, Muriel Réus raconte que quand PPDA rentre à 19h58, au dernier moment pour rentrer en scène, il ne vous adresse même pas la parole. Donc c'est déjà une sorte de petite humiliation, tout ça. Et c'est très fastidieux, hein. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le journal en fait. Vous voyez que les 20 secondes de lancement du présentateur. Et donc PPDA parfois vous regarde, pose des questions ou vous ignore complètement. C'est là après où la mécanique est bien rodée, c'est qu'une fois que le JT est terminé, PPDA sort de plateau, ne vous adresse toujours pas la parole, va se faire démaquiller, et là il y a une assistante qui vous emmène dans une espèce de balai bien rodé, qui vous emmène dans le bureau de Patrick. Il est à peu près 21h, et donc vous êtes là, ici, assise là, dans l'antre du pouvoir, dans le bureau du présentateur le plus connu des Français. Et PPDA souvent déboule comme ça à l'improviste au bout de 20 minutes, telle une star qui descend, qui a fait un Stade de France, quoi. Et là, souvent, il enlève sa cravate. Parfois, il se met à l'aise, il se met même pieds nus. Certaines femmes racontent une espèce de dégoût de le voir en chaussettes ou de voir pieds nus, tout ça. Il vous propose souvent un verre de vodka. Vous avez bien lu. Un verre de vodka. Et voilà, les plaignantes racontent qu'il y a souvent des questions très, très intimes. Ça commence par des questions très personnelles. Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous vous masturbez souvent? Est-ce que quand vous m'avez vu, est-ce que ça vous a fait quelque chose? Est-ce que vous avez eu envie de moi? Tout ça. Donc, souvent, ces femmes qui viennent pour un premier rendez-vous pour parler littérature, journalisme ou tout ça, elles sont complètement stupéfaites de ce genre de questions. Ce qui est très impressionnant, c'est cette juxtaposition des témoignages qui sont tous les mêmes. Et toutes les femmes racontent qu'à un moment, PPDA se lève, fait le tour de son grand bureau, soit se jette sur vous, soit vient à côté de vous et commence à vous embrasser. Certaines racontent, j'ai le témoignage en tête de Mathilde qui est poignant, certainement un témoignage le plus poignant que j'ai jamais réalisé, c'est qu'elle raconte que dans ce bureau, alors qu'elle venait pour parler journalisme, elle a été violée sur la moquette. Il l'a déshabillée, il s'est déshabillé, et elle, c'est ce que les scientifiques, les psychiatres parlent de sidération, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de décorrélation entre le corps et l'esprit. Votre cerveau se met en mode mute, en mode pour résister, votre corps ne réagit plus. Et donc voilà, Mathilde raconte, ça a duré 2 minutes, j'ai regardé le plafond et Patrick Poivre d'Arvor m'a violée, selon elle, sous les yeux de sa fille Solène.
Ces femmes ne sont pas toujours crues, que ce soit de la justice, des enquêteurs ou aussi des Français. On dit souvent l'amour en aveugle. Est-ce que l'une des raisons, ça peut pas être aussi l'amour qu'on pouvait porter pour quelqu'un qui faisait partie de la famille, qui était tous les soirs dans la télé, des Français, parfois à l'heure du dîner On a fait confiance à PPDA tous les soirs à 20 h. Il délivrait l'information, on lui faisait confiance. On a parcouru les grands moments d'actualité, la guerre en Irak, l'effondrement des tours jumelles, des choses qui nous ont, le tsunami, des choses qui nous ont tous marqués. Et c'était tout le temps cette voix un peu rassurante, enveloppante, qui était PPDA. Et donc il nous a aussi accompagnés un peu dans cette vie historique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, moi ça fait 2 ans qu'à chaque dîner, on me dit « Ah, t'es sur quoi? T'es sur l'affaire PPDA ?» tout ça. Et puis à chaque fois, j'ai des regards en disant ouais, franchement, cette histoire et tout, c'est faible et tout. Donc à chaque fois, je dois argumenter. Voilà, je dis mais attention, hein, on n'est pas sur 1, 2, 3 femmes qui se déclarent victimes. Aujourd'hui, on en est sur 45. Donc on est sur quelque chose c'est un phénomène, quoi. C'est une affaire vertigineuse. C'est aussi ça la volonté de ce livre, c'est de déconstruire PPDA. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, je suis journaliste d'investigation, ça fait 15 ans que je fais ça, et j'ai appliqué mes mêmes méthodes de travail à essayer de gratter ce qu'il y avait derrière le vernis de la télévision, et de déconstruire et de voir un peu la face sombre de PPDA. Parce que ce qui est quand même fascinant, c'est que pendant 30 ans, il a régné sur l'information, il était partout. Partout. C'est-à-dire que quand vous allumiez la télé, il était à Roland-Garros, le soir il était au Festival de Cannes, il était à Courchevel sur des pistes de ski, il faisait une bonne action avec la maison de Solène qu'il a montée. Il était partout, c'était le personnage total. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué pour les Français d'essayer d'avoir un autre regard, un regard un peu d'enquête sur lui. Et donc vous vous imaginez comme vous et moi, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est compliqué de déconstruire. Donc vous imaginez la force qu'il a fallu à ces femmes pour aller attaquer l'icône, le mettre en cause. C'est-à-dire que toutes ces femmes n'avaient que des coups à prendre. Et donc la première à le faire a été Florence Porcel, avec un courage inouï. Elle a été la première, c'est la grenade de l'affaire. Et elle a tout de suite été humiliée, insultée, et accusée de mensonges et ça. Et j'ai vu la machine des anciens de TF1 se mettent en route en disant mais non, elle dit n'importe quoi, le bureau de Patrick Poivre d'Arvor était au milieu de la rédaction, donc Jean-Pierre Pernaut, feu Jean-Pierre Pernaut l'a dit, Claire Chazal aussi, PPD aussi, en disant, mais non, mais mon bureau était en plein milieu de la rédaction. Et là je me suis dit, en fait, c'est faux. Moi je suis un ancien de TF1, je sais très bien où était son bureau. PPDA avait le seul bureau fermé au 2e étage, au fond à gauche de la rédaction. Et donc à partir du moment où je me dis, mais attendez, c'est trop gros, donc je me suis dit en fait... il faut les croire, ces femmes. Et donc, en soutien à Florence Porcel, il y a 1, 2, 3, 10, 20 femmes qui se sont dit, mais en fait, moi aussi. Les victimes sont nombreuses, en tout cas présumées pour ce qui est de la partie sexuelle et sexiste. Mais au-delà de ça, ce sont des vies qui ont été bouleversées, des parcours qui ont été empêchés. Il y a des femmes journalistes de l'époque qui soit se sont fait virer à cause de Patrick Poivre d'Arvor, soit n'ont pas eu accès par le biais des stages ou par le biais de mise en garde au journalisme. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est un sujet qui doit, au-delà des violences sexuelles, être porté pour que ça n'arrive plus à nouveau? Oui, je pense qu'effectivement, il faut dépasser l'histoire PPDA. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre tous de cette histoire pour pas que de petits PPDA réapparaissent dans les rédactions ou dans des sociétés. C'est-à-dire que le mécanisme de quelqu'un qui a tous les pouvoirs, quelqu'un qui est adulé, qui est adoré, quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent à une société, il faut quand même raison garder. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, la société a quand même bien évolué, et notamment dans les rédactions, dans les écoles de journalisme, il y a quand même une sensibilisation qui est faite, et tant mieux, sur les VSS et sur des comportements qui, à l'époque, étaient acceptables, on en rigolait, des petites blagues et tout ça. Aujourd'hui, c'est banni. Si on doit comparer le livre et le documentaire, on a une version beaucoup plus intimiste de qui était Patrick Poivre au départ, quelqu'un d'assez menteur, soutenu par son frère dans l'histoire, sur pas mal de sujets, un début de vie en Bretagne avec une femme qu'il a gardée toute sa vie, alors que voilà, on pouvait en douter. Moi, je l'ai découvert parce que pour moi, il avait vraiment eu une vie avec Claire Chazal, par exemple. Et puis, on découvre aussi ses enfants, on découvre autrement sa fille Solène. Et j'imagine que ça a été très compliqué à écrire. Il y a 2 chapitres consacrés à Solène Poivre d'Arvor.
C'est certainement les 2 chapitres les plus difficiles que j'ai eu à écrire, parce qu'il est question d'une jeune femme anorexique qui, à 19 ans, décide de se jeter sous les rames d'un métro, sur la ligne 1, au métro Sablon, alors qu'elle devait partir en week-end en tête-à-tête avec son papa. À l'époque, on est en 1995, cette histoire a été tout de suite très médiatisée. Et effectivement, PPDA, on ne peut pas évidemment renier le deuil, le chagrin immense que c'est d'avoir une fille qui se suicide. Mais ce qui est intéressant, et de manière un peu chirurgicale, je le fais dans le livre, c'est que je raconte par exemple de manière très précise le suicide de sa fille, uniquement en me fondant sur ce que Patrick Poivre d'Arvor a raconté. C'est-à-dire que PPDA a raconté tout sur la mort de Solène. Et donc ça, déjà, dans son rapport un peu aux Français, il a voulu partager tout ça, il a voulu, comme un personnage public qui a besoin de confier toute cette peine qu'il a, il l'a raconté, il a même écrit 2 livres sur Solène. Et après, il a ouvert, avec Bernadette Chirac, la Maison de Solène, qui est aujourd'hui, en Europe, la référence pour l'accueil, l'hospitalisation, l'accompagnement des jeunes femmes, notamment anorexiques. C'est la part visible de PPDA qui a mis sur la place publique le thème de l'anorexie. Il en a fait une grande publicité, une grande communication, voilà. Et en fait, je découvre des choses beaucoup plus effrayantes, c'est que certaines femmes à l'époque ont été très touchées, à juste titre, par le combat de PPDA contre l'anorexie. Et donc elles lui ont écrit assez machinalement. Elles ont vu en PPDA une sorte de père de substitution, elles ont vu qu'il avait une oreille attentive. Et aujourd'hui, c'est un de mes derniers chapitres, aujourd'hui au moins 7 femmes souffrant d'anorexie racontent avoir été agressées ou violées par Patrick Poivre d'Arvor. Donc on est sur quelque chose d'absolument macabre. La justice est toujours en cours, mais... Et moi, vraiment, ce qui m'a effrayé dans cette enquête, c'est que dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor, il y avait une grande photo de Solène qui était dans son dos. Et effectivement, quand vous rentriez dans ce bureau, vous étiez happé par ce visage doux, par ce personnage un peu solaire. Plusieurs femmes, moi, m'ont raconté qu'elles ont été agressées ou violées sous les yeux de Solène. Pour ce livre, ce que j'ai fait de plus par rapport au documentaire, c'est que je me suis plongé dans les œuvres de PPDA, ce qui n'a pas été un exercice facile. PPDA, toute sa vie, il a écrit. Il est auteur ou co-auteur de 70 livres. Et il a 75 ans. Donc déjà, on peut déjà se poser des questions sur cette faculté à produire autant. Dans beaucoup de ses livres, il raconte Solène. Et moi, il y a des passages qui m'ont troublé, c'est que effectivement sur Solène, il parle d'elle dans un livre qui s'appelle Lettre à l'absente, ou dans un autre qui s'appelle Elle n'était pas d'ici. Il raconte Solène dans le bain. Donc par exemple, donc c'est quasiment insoutenable, hein. Patrick Poivre d'Arvor dévoile l'intimité de Solène et il dit, ouvrez les guillemets, « L'autre jour dans ton bain, j'ai vu tes seins que tu caches toujours, les bras en croix, comme s'ils te pesaient et qu'un jour tu exposeras avec orgueil pour attirer le désir des mâles. » Et c'est vrai que Solène racontera plus tard qu'elle avait eu beaucoup de mal avec cette espèce d'exposition de sa féminité, de son mal-être dans d'autres livres. Et ce qui est très ambigu avec PPDA, c'est que effectivement, oui, il a perdu sa fille qui s'est suicidée, fille souffrant d'anorexie, mais il l'a beaucoup raconté. Je pense que ça a participé aussi à la fabrication du personnage, c'est-à-dire lui, cet homme qui a été foudroyé par le suicide de sa fille, ça l'a peut-être rendu encore un peu plus intouchable. Je pense qu'aujourd'hui, la pire ennemie de PPDA, c'est peut-être sa plume. Et je pense que depuis 30 ans, PPDA, c'est ma théorie, PPDA a semé plein de petits cailloux blancs dans chacun de ses livres. Et en fait, quand on relit un peu tout ça aujourd'hui, alors il ne faut pas refaire tout à rebours de ce qu'on sait aujourd'hui, mais en tout cas, quand on relit aujourd'hui toutes les œuvres de PPDA, c'est quand même dingue, dans chacun de ses livres, qu'ils soient autobiographiques ou bien dans ses romans,
il raconte quand même à chaque fois son héros de papier qui s'appelle Alexis. soit Victor, soit Alexis. Il raconte que c'est quelqu'un qui est névrosé par le sexe, qui ne vit que de conquêtes féminines. On Voilà. parle de petits carnets noirs que Voilà, Patrick Power a eu aussi. voilà. Et donc c'est très, il joue beaucoup de la confusion entre lui, PPDA, et lui, le narrateur, et ce personnage inventé, quoi. Et donc peut-être qu'il va être un jour rattrapé par son personnage de fiction. Pour conclure, c'est un travail d'enquête qui a été très long, qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de messages envoyés à des collègues. Est-ce que c'est pas curieux que le milieu du journalisme, qui est censé être le milieu de l'investigation, du fait, du vrai, ait autant de mal à se regarder le nombril et à s'autocritiquer? C'est vrai que nous, journalistes, on a du mal à braquer la caméra sur nous. Voilà, j'en vois une derrière vous. C'est vrai qu'on aime bien montrer, dénoncer les MeToo un peu partout, dans l'église, dans le sport, dans le cinéma. Ça, on est les champions pour le faire. Quand il s'agit par contre de dénoncer des MeToo, chez nous, il n'y a plus grand monde. Et effectivement, je ne pensais pas, avec cette enquête PPDA, avoir à affronter autant de murs, autant de palissades, autant d'édifices devant moi. J'ai eu un nombre de refus incalculable et je fais une liste d'ailleurs de tous les textos, de tous les refus polis, gênés, de tous mes anciens collègues que je tutoie, hein, avec qui on va boire des cafés, c'est sympa. Mais par contre, tout le monde se dit non, c'est notre histoire, à TF1, la soupe était grasse, on va pas cracher dedans. Tout ça. Et donc j'ai eu effectivement beaucoup de refus, beaucoup de mal à faire parler mes anciens collègues. Et effectivement, cette affaire PPDA, elle a été plus compliquée à mener pour moi que l'affaire Balkany, l'affaire Sarkozy, l'affaire libyenne ou bien des choses sur l'évasion fiscale, quoi. Parce qu'on est sur quelque chose de très compliqué, on est évidemment sur les VSS, donc on est sur de la parole de victime, et on est aussi sur un système qui est le système de la télévision, qui peut parfois être